La compétition en paramoteur, Qu'est-ce que ça peut bien être? alors ça peut paraître étrange comme ça au premier abord, mais il existe bel et bien des compétitions en paramoteur. Il y en a même au niveau régional, national et international. Il y a donc des championnats du monde de paramoteur. Quels sont les différents types d'épreuves? Qui sont les meilleurs pilotes? Spoiler alerte, ils sont français. Ou est-ce que c'est accessible à des pilotes qui n'ont pas forcément vocation à être champions du monde? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre quel que soit son niveau? Quel est le matériel nécessaire pour participer à des compétitions? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, ce que je voulais, c'est d'abord vous remercier pour vos encouragements, vos messages. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes plus de 560 abonnés, ce qui n'est pas énorme à l'échelle de YouTube, mais ce qui pour moi est vraiment super important. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve après le générique. Alors je suis quasiment certain que les non-pratiquants imaginaient même pas il y a 5 minutes qu'il pouvait y avoir des compétitions de paramoteurs et encore moins des championnats du monde. Et je mettrai ma main à couper que la plupart des pratiquants de paramoteurs ignorent parfaitement ce qui peut bien s'y passer. Mais ce qui est certain, c'est que ça existe. Alors on va commencer tout de suite par les deux disciplines qu'on va retrouver dans les compétitions. Donc on commence par le slalom, qui est la discipline la plus spectaculaire dans les compétitions de paramoteurs. Le principe, il est relativement simple, c'est d'effectuer un parcours entre des pylônes qui sont disposés sur l'eau dans un minimum de temps. C'est donc une épreuve chronométrée dans laquelle les petites voiles rapides et maniables ainsi que les moteurs très puissants sont privilégiés. La principale difficulté réside dans le fait de pouvoir réaliser ce parcours le plus vite possible en tenant les paliers et en tournant autour des pylônes le plus près possible. Le tout évidemment en évitant de finir à l'eau. Alors le matériel nécessaire à la pratique du slalom, il est relativement simple. Il faut avoir une machine, une voile et un gilet de sauvetage. Là où ça se complique, c'est que pour pratiquer le slalom dans de bonnes conditions, il faut d'abord le pratiquer sur l'eau. Il faut un plan d'eau, des pylônes, un bateau et un pilote pour venir nous récupérer au cas où on tombe à l'eau. Et aujourd'hui, on a assez peu d'infrastructures en France pour pouvoir s'entraîner et avoir des compétitions régulièrement. Mais la fédération est sur le coup pour nous proposer un lieu sur lequel on puisse s'entraîner. Alors lorsqu'on parle des meilleurs pilotes mondiaux, ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs pilotes sont français. On a déjà Alex Mateos qui a 29 ans et qui lui est champion du monde 2018. Ensuite, on a Jean-Émile Houla qui lui rentre régulièrement des top 5 mondiaux. Après, on a Jérémy Pennon qui lui est champion du monde en 2015. Yann Ledière qui lui a été champion du monde en 2012 mais dans une autre discipline. On a le mythique Boris Tisbert qui lui a été champion du monde 2018 en catégorie chariot. Et attention, c'est pas fini, on a aussi des femmes. On a Marie Mathéos qui a été également championne du monde 2018. Alors ensuite, on a la compétition classique. La compétition classique, elle regroupe 3 catégories d'épreuves que sont la navigation, la maniabilité et l'économie. Et je vais commencer par vous parler de celles qu'on retrouve en compétition régionale. Les compétitions régionales, ce sont des compétitions qui sont organisées sur un jour, avec un jour de report en cas de mauvaise météo. Elles sont organisées par un club local et elles sont accessibles à tous les pilotes, quel que soit leur niveau. Donc parmi les épreuves de ces compétitions régionales, on a les épreuves de navigation. L'épreuve reine des épreuves de navigation en compétition régionale, c'est l'épreuve de navigation photo. Le principe de la navigation, c'est assez simple, c'est une sorte de course d'orientation. On distribue aux pilotes une carte avec un tracé qu'ils doivent suivre avec précision, tout en identifiant les points d'intérêt qui leur sont communiqués sous forme de photos et qu'ils doivent reporter sur la carte avec une précision de 2 mm. La principale difficulté, c'est de se concentrer pour suivre le tracé d'une part et ensuite repérer les points d'intérêt d'autre part. Faire les deux en même temps, ça peut être parfois un peu technique, mais c'est assez ludique, c'est accessible à tous et il suffit juste d'avoir une bonne concentration et un bon sens de l'observation. Le tout évidemment est réalisé sans GPS. Toutefois, dans certaines compétitions, on peut avoir un tracker GPS qui va permettre à la direction de course de suivre les pilotes et de s'assurer qu'ils ne font pas de backtracking, c'est-à-dire un retour en arrière qui est éliminatoire. Ensuite, en compétition régionale, on retrouve généralement des épreuves de maniabilité, parmi lesquelles le gonflage et la précision d'atterrissage. Si on commence par le gonflage, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que chaque décollage dans la compétition est évalué, c'est-à-dire que si vous ratez un décollage, vous perdez des points. Ensuite, il y a l'épreuve de gonflage à proprement parler. Cette épreuve, elle consiste à effectuer un parcours d'une 50aine de mètres de long. Ce parcours peut être sous la forme d'une ligne droite ou d'un slalom, à réaliser avec la voile gonflée au-dessus de la tête. Donc on part voile au sol, au top départ, on gonfle la voile et on court le plus vite possible vers l'autre côté du terrain. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une épreuve qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait s'y attendre, puisqu'il y a la notion de stress, il y a la notion de compétition, puisqu'on a 3 participants
autour de nous. Et l'idée, c'est que c'est une course éliminatoire. Donc celui qui va le plus vite est celui qui gagne la manche. Parmi les épreuves de maniabilité, on a aussi les épreuves de précision d'atterrissage. En compétition régionale, on a une épreuve qu'on appelle le bowling landing. Le principe, c'est que vous avez 5 quilles qui sont espacées de 2 mètres, plantées au sol. À 150 mètres sol, au-dessus des quilles, vous coupez votre moteur et vous allez faire une approche qui va vous permettre d'arriver face aux quilles et de taper le maximum de quilles tout en posant après les quilles. Et là aussi, c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Maintenant, passons aux compétitions nationales. Enfin, la compétition nationale, puisqu'il s'agit des championnats de France. Les championnats de France, à l'inverse des compétitions régionales qui sont organisées sur une journée, durent, eux, une semaine. Mais eux aussi sont ouverts à tous les pilotes, quel que soit leur niveau. Après un certain nombre de manches, le directeur de course effectue un cut dans lequel il va séparer les pilotes dits élites des pilotes dits nationaux. L'idée, c'est de pouvoir envoyer les pilotes élites dans des manches lorsque les conditions météo sont un petit peu plus punchy et de laisser les pilotes nationaux dans des conditions qui sont plus accessibles. Ici, les pilotes sont équipés d'un tracker GPS dans toutes les manches, sauf les épreuves de maniabilité. Donc, parmi les épreuves communes aux compétitions régionales, on a donc la nav photo. Donc là, la différence, c'est qu'on va avoir un niveau technique qui va être plus élevé, dans le sens où, déjà, on va pouvoir avoir des points d'intérêt qui vont être les uns à la suite des autres. Donc, il ne faut jamais se relâcher, puisque si on voit un point d'intérêt et qu'on le note et qu'on oublie un autre point d'intérêt qui passe à côté, évidemment, on en rate. Ensuite, ces points d'intérêt peuvent être pris en photo d'une manière qui n'est pas forcément intuitive. Je vous donne un exemple. Au championnat de France, on avait un point d'intérêt où tout le monde pensait que c'était un château d'eau, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'était une antenne de 150 mètres de haut. Et donc, le directeur de course, Pascal Vallée, avait pris la photo vraiment à la verticale du point d'intérêt pour qu'on ne voit pas que ce soit une antenne de 150 mètres de haut. Donc il y a beaucoup de pilotes qui se sont trompés. Donc là, la difficulté, c'est que la trace doit être suivie avec précision. On a donc des portes cachées sur le parcours. Si on sort de la trace parce qu'on s'est perdu ou qu'on ne suit pas bien la trace, on a des points de pénalité. Également, le backtracking, dans le cas des championnats de France, est interdit. On peut avoir 0 à la manche. Ensuite, parmi les autres épreuves communes, on va avoir les épreuves de maniabilité, donc gonflage et précision d'atterrissage, auquel on va ajouter une précision d'atterrissage sous forme de cible uniquement pour les élites. Alors pour les autres épreuves, on va voir la max balise. La max balise, le principe, c'est que chaque pilote se voit remettre une carte avec un certain nombre de balises et il doit pouvoir effectuer un routage pour aller chercher le maximum de balises dans un temps donné, à savoir 1 heure. Donc là, c'est une épreuve qui privilégie les voiles rapides et les moteurs puissants. Donc le seul équipement spécifique dont on va avoir besoin sur ce type de manche, c'est un réservoir de grande capacité, généralement 18 litres. Pourquoi 18 litres? Parce que c'est une épreuve sur laquelle on maximise la vitesse, donc la consommation du moteur, au détriment de l'économie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un réservoir avec une capacité maximale. Ensuite, on a une épreuve qu'on appelle la nave-régule. Moi, c'est ma préférée. Alors le principe de la nave-régule, c'est qu'on a un itinéraire à suivre avec des points de passage. Et avant de décoller, on doit déclarer à 5 secondes près quel sera notre temps de passage sur les checkpoints. Donc ça nécessite un temps de préparation. Il faut tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, de la vitesse de la voile. Il faut également savoir tenir un cap et suivre la trace avec précision. Alors c'est une des épreuves les plus techniques, elle ne nécessite pas de matériel particulier, elle implique simplement de parfaitement connaître son matériel et notamment la vitesse de sa voile. Ensuite, on a les épreuves d'économie. Le principe des épreuves d'économie, c'est d'embarquer une quantité limitée d'essence, en règle générale 1,5 kg. Donc c'est de l'essence qu'on va peser et non pas mesurer, parce que l'essence est un liquide volatile, et donc qui peut se dilater. Et donc pour avoir une mesure qui soit identique pour tout le monde, on va plutôt la peser que la mesurer en termes de quantité. Donc parmi les épreuves d'économie, on a l'éco pur. Le principe, c'est de décoller avec la machine et de tenir le plus longtemps possible en l'air. C'est une épreuve qui favorise généralement les parapentistes et ceux qui savent bien voler en thermique. Et donc la seule consigne, c'est de venir reposer au terrain. Si on pose en dehors du terrain, en règle générale, on marque 0 points. Ensuite, on a les manches d'éco-distance. Le principe, c'est de décoller et en plus de tenir le plus longtemps possible en l'air, on doit réaliser la plus grande distance en allant contourner des balises de contournement. Et ensuite, parmi les épreuves qui sont généralement présentées en championnat de France, on a une éco sur axe. L'éco sur axe, qu'est-ce que c'est? C'est une manche d'économie. Chaque pilote se voit remettre une carte sur laquelle il y a un axe qu'on va suivre et qu'on va devoir recouper le plus loin possible tout en revenant en terrain. Faute de quoi, on marque 0 points. Donc avant cette manche, on va avoir un temps de préparation. L'idée, c'est d'évaluer avec le plus de précision possible jusqu'où on va pouvoir aller sur l'axe, compte tenu
du carburant dont on dispose, de la vitesse et de la direction du vent, de la vitesse et de la finesse de sa voile pour pouvoir venir reposer au terrain après avoir recoupé l'axe. Donc là, en termes de matériel, l'équipement idéal pour les manches d'économie, c'est le réservoir additionnel qui va permettre de voir précisément combien d'essence il reste dans le réservoir juste en tournant la tête. Alors maintenant, je vais vous parler des quelques différences qui existent entre les compétitions nationales et internationales. Ces différences, elles sont relativement simples. C'est notamment la précision, c'est-à-dire précision avec laquelle on doit suivre les tracés. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement plus de portes cachées, que la trace doit être suivie avec plus de précision. Au lieu d'avoir un couloir de 500 mètres de large, on va avoir un couloir de 250 mètres de large. Ensuite, les balises vont être beaucoup plus petites. Au lieu de faire 500 mètres de large, elles vont faire 250 mètres de large. Et également, il va y avoir plus de portes cachées, qu'il va falloir être beaucoup plus précis sur le suivi des itinéraires. Donc on va passer maintenant aux meilleurs pilotes français en catégorie classique. Donc on a toujours Alex Mathéos qui lui gagne quasiment tout. Ensuite on retrouve encore Jean-Émile Houllat qui performe également en compétition classique. Ensuite on a Romain Mauban qui a poussé très très fort en 2021 et qui devrait faire parler de lui en 2022. Et chez les femmes on retrouve encore Marie Mathéos et cette fois-ci Morgane Planton. Alors maintenant, je vais vous raconter mon expérience de la compétition telle que je l'ai vécue en 2021. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir ma vidéo débrief dans laquelle je vous raconte ça dans le détail. Mais pour la faire courte, en quelques mois, je suis passé du stade d'un pilote qui ne voulait pas faire de compétition à celui de quelqu'un qui se retrouve intégré au groupe France aux côtés des meilleurs pilotes mondiaux. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai énormément progressé grâce à ces compétitions. Donc aujourd'hui, j'estime que je vole avec une bien meilleure technique, donc une bien meilleure sécurité et du coup un bien meilleur plaisir. Alors évidemment ce parcours il n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas il est accessible à tous les pilotes qui s'en donnent les moyens, qui veulent progresser et qui veulent aller plus loin dans le sport. En tout cas si je devais résumer ce que c'est pour moi que la compétition paramoteur en France, c'est avant tout un rassemblement de pilotes qui ont chacun leurs objectifs. Certains veulent gagner, certains veulent progresser, certains veulent se faire plaisir et en tout cas tous les objectifs sont compatibles au sein de la compétition en France. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un pro pour participer au championnat de France et côtoyer l'élite mondiale. Et grâce à ces manifestations, on peut vraiment progresser, se challenger, se faire des potes, apprendre sur soi, apprendre sur sa machine, apprendre sur son aile pour voler avec plus de sécurité et plus de plaisir. Et donc n'importe qui peut débarquer sur une compétition régionale ou nationale et se rendre compte que soit il a des bonnes aptitudes, soit il a des choses à travailler sur son pilotage. Et donc l'erreur, ce serait de considérer qu'on est trop bon ou pas assez bon pour participer à une compétition régionale. Mais clairement pour moi, le mot compétition n'est pas le terme le plus adapté pour qualifier ce type de manifestation, car le mot compétition a souvent une mauvaise connotation. En général, quand on parle compétition, on se dit qu'on se bat contre quelqu'un d'autre, alors que ici, la seule personne contre qui on se bat, c'est soi-même. Et donc, ça tend à dissuader les pilotes d'y participer, alors que c'est une formidable opportunité pour progresser dans le sport. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la compétition paramoteur en France. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de faire de la compétition en 2022, si vous avez des questions, je serais ravi de vous y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Activez les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, kiffez très fort. Salut, salut!